Nous passons à la dénomination du futur parc qui se trouve rue du Salève. Je vais laisser le soin à Michel Boucher, et qui donnera d'ailleurs la parole à Robert Burnard, pour présenter le nom que l'on vous propose. J'aurais souhaité qu'on affiche le plan. Très bien. Voilà. Voilà, donc vous avez sous les yeux le périmètre de ce nouveau parc. Donc j'en ai déjà parlé par différentes acquisitions. Donc ce parc fait approximativement 6100 mètres carrés. Donc il aura une entrée rue du Salève et une entrée par portillon uniquement sur le chemin des Allobroges. Il permettra de rejoindre, vous avez un cheminement qui est tracé, donc permettra de rejoindre sous le cimetière l'autre partie de la rue du Salève, par une propriété que nous avons déjà. Donc c'est à la fois en termes d'espace, de parc, c'est important, et en termes de cheminement piétonnier, extrêmement intéressant aussi. Je pense que nous arriverons donc en cours d'année, en fin d'année, à pouvoir mettre ce parc à disposition de nos habitants. Ce soir, il s'agit de la dénomination de ce parc. Donc, nous allons vous faire une proposition qui est d'appeler ce parc le parc Mila-Racine. Cette dénomination, donc, qui a eu l'avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement Durable et Cadre de Vie, va dans la même direction, j'ai envie de dire, la même mise en valeur d'un certain nombre de dénominations que nous avons fait ces dernières années. Alors, j'ai en mémoire Lucie Aubrac, j'ai en mémoire Camille Claudel, Olympe de Gouges, Geneviève de Gaulle-Antonio, Simone Veil. Ça marque fortement, je pense, que j'appellerais un rattrapage historique de la non-mise en valeur des femmes ayant une place dans l'histoire, dans le nom des villes et des dénominations. Alors évidemment, ce n'est qu'un rattrapage, quelque part, on peut dire ça, mais c'est surtout une mise en valeur de ces femmes qui, vous l'avez noté, ce n'est pas le cas de Camille Claudel ou Olympe de Gouges, bien entendu, mais c'est le cas des autres, ont un rapport quand même direct avec la Seconde Guerre mondiale et l'esprit de résistance, j'ai envie de dire. Alors, je vais laisser la parole, parce que il le fera bien mieux que moi, donc à Robert Burnard. Je tiens à dire que c'est lui qui est à l'origine de cette proposition de dénomination, et je l'en remercie. Et donc il va vous présenter, et qui va présenter aux personnes qui nous écoutent, qui est Mila Racine et sa place dans l'histoire, on va dire, de France et de notre ville. Robert. Merci, bonsoir. Oui, c'est l'oublié Mila Racine des passages d'enfants juifs vers la Suisse par Annemasse, alors que c'est une belle figure de cette histoire. Marianne Cohn lui va succéder dans cet engagement. Et la fin tragique de Marianne Cohn, la découverte dans le charnier du bois de la Râpe à Ville-Lagrand, a beaucoup marqué les esprits à la Libération. Et je pense que ça a un peu estompé la mémoire de Mila Racine. La ville d'Annemasse, en 2014, j'avais gardé la photocopie du flyer. On avait, pour les 70 ans, organisé un certain nombre de conférences, notamment, et on avait déjà pointé dans cet hommage Mila Racine et Marianne Cohn. On avait fait intervenir Ruth Silberman, qui a sorti une thèse sur les passages, la fuite en Suisse, sur les passages juifs, mais ça va de Bâle à Saint-Gingolf, pas que la région ici. Et elle parle plusieurs fois de Mila Racine. Voilà, j'ai recoupé des interventions là-dedans, d'autres données que j'avais ailleurs. C'est un peu compliqué parfois parce qu'on attribue à Mila des choses qui se sont passées pour Marianne Cohn. Mila, son nom, c'est Myriam. Son nom, elle a pris comme nom Marie-Anne, en 2 mots. Marianne Racine
et Marianne Cohn. Donc il y a souvent des confusions. Elle naît à Moscou en septembre 1919. La famille, qui est de religion juive, fuit les bouleversements révolutionnaires et ils arrivent à Paris. Elle fait ses études, au lycée Racine, des études secondaires. Elle termine ses études secondaires au lycée Racine. Il y a une plaque au lycée Racine qui parle d'elle. La famille, en 39-40, alors il y a 3 enfants. Il y a Emmanuel qui a 8 ans de plus qu'elle, qui est très important parce que c'est une cheville ouvrière de ces passages d'enfants juifs vers la Suisse. Mila, elle a une jeune sœur, Sarah, qui s'appelle Sacha. Ils ont tous un surnom de guerre. Emmanuel, c'est Mola. Voilà. Et donc, Myriam, Marianne, c'est Mila. Et donc, Emmanuel, lui, est mobilisé. Elle a 20 ans. La famille va dans le sud, Toulouse, Luchon. Elle va beaucoup s'engager dans les années 40, 41, 42 dans le soutien au camp d'internement des Gurs, où il y a, vous savez, cette histoire à la fois des républicains espagnols et puis beaucoup de juifs étrangers. Elle va faire un rôle d'assistante sociale, elle n'a pas de métier. Et voilà, elle s'engage beaucoup dans ce soutien aux internés du camp de Gurs. La famille va aller à Nice. Et elle a, en janvier 1942, elle va s'engager dans les réseaux. Ils vont construire des réseaux, notamment avec son frère et d'autres, pour faire passer les enfants juifs par la Suisse. C'est plus facile. C'est plus facile pour les familles. Parfois, il y a des enfants seuls, mais il y a aussi les familles de séparer des enfants. Et puis la Suisse va avoir des évolutions législatives, réglementaires. Mais à un moment, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas refoulés de la Suisse. Les enfants qui se présentent seuls ne sont pas refoulés de Suisse. Et donc, c'est bien le seul moyen de sauver des enfants. Donc, la Wehrmacht et l'italien, en 1942, ils passent en zone sud. C'est la suite du débarquement anglo-saxon en Algérie qui fait que les Allemands veulent protéger Toulon, etc. Je ne vais pas ces détails, donc ils envahissent. Les Italiens gardent, sont en Haute-Savoie jusqu'à Nice, tout le long de la frontière. Et donc là, il y a vraiment une mise en place systématique de ces réseaux. Il n'y a pas que le réseau OSE, l'œuvre de secours aux enfants, auquel ils participent. Il y a 2 ou 3 réseaux qui favorisent ces passages en Suisse. C'est compliqué. Il y a des fois des relais à Grenoble, des relais à Annecy. Des gens sont pris en charge, il faut trouver du financement, il faut trouver des passeurs qu'on paye, parce que en gros, quand même, tous les passeurs dans le coin vont être payés. Et donc, il y a tout ça se met en place. Et essentiellement, il y a 2 passages. Un par la Gardanne-Masse, Cornières et passage du Foron. Et l'autre, c'est du côté de Saint-Julien, pour ceux qui connaissent, il y a le village de Terry et le hameau de Norcier. Et donc, en tout cas, Mina, elle met ça en place. Ils ont essayé plusieurs passages. Il y a d'autres réseaux qui utilisent d'autres passages. Ils utilisent ces 2 passages-là, soit au train depuis la Gardanne-Masse, soit ils prennent le car et ils vont à Saint-Julien. Donc, juste un mot sur le Foron, Voilà, sur le Foron, alors c'est plus tard, et c'est pour moi plutôt sur Marianne Cohn, mais je vais quand même le lire. C'est un témoignage d'une femme qui s'appelle Eva Finkelstein, après la guerre. Après beaucoup de peur, nous sommes arrivés au bord d'une rivière qui faisait une boucle à cet endroit. Suivant les consignes, après avoir traversé en premier bras, il fallait aider les petits. J'avais 14 ans et demi et de l'eau jusqu'aux cuisses. On est resté allongé longtemps sur des cailloux jusqu'à ce que les soldats suisses nous fassent signe de venir. Ce fut très difficile, avec la peur au ventre. Nous avons traversé la seconde partie de la rivière. 2 petits ont glissé, c'est souvent la nuit, et ont été entraînés. Mon frère, 13 ans, et un autre plus grand sont allés les rechercher. Nous avons monté un talus et on s'est glissé sous les barbelés, les plus grands aidant les plus petits, les soldats suisses nous aidant aussi. Je suis resté longtemps avec les mains blessées, puis ils nous ont conduits à un poste frontière. J'ai lu ailleurs que des pasteurs n'aimaient pas quand il y avait des jeunes enfants parce qu'il fallait les porter, que c'était compliqué, qu'eux-mêmes n'étaient pas sécurisés pour passer le Foron, ce n'était pas simple. Bon, septembre 1943, l'Italie capitule et donc
l'Allemagne, elle a envahi toute la zone qui est occupée par les Italiens, ça devient très dur ici. Très très dur, septembre 43, octobre 43. À Nice, c'est pareil. C'est Alois Brunner, le Brother Deichmann qui opère. Ils opèrent des milliers d'arrestations. Il y a beaucoup de Juifs qui sont du côté de Nice. Tous ceux qui étaient au sud de la France sont partis vers Nice parce que les Italiens étaient n'avaient pas de chasse. Donc il n'y avait pas de problème. Mais là, du coup, il y a une bascule, ça devient très dur. Il y a une accélération. Et juste, dans le livre de Ruth Silberman, elle évoque par exemple, et j'arrive vers le moment où Mila va être arrêtée, en octobre 1943, elle va à Nice 3 fois en 8 jours. Vous cherchez les enfants, elle les remonte, parce que d'habitude il y a des relais, mais là, il y a vraiment tellement de passages à faire. Le 12 octobre, Mila quitte Nice avec 13 personnes, 9 enfants seuls à une famille, je passe au détail, elle remonte, elle redescend, c'est 4 jours. Le 16 octobre, elle emmène de Nice 22 personnes, dont 9 enfants seuls, 2 mères avec leurs jeunes enfants, un groupe familial de 8 personnes. Le passage réussi dans les 2 cas. Et puis 4 jours encore plus tard, le 20 octobre, elle retourne à Nice, elle remonte un groupe, 28 ou 30 personnes, qui arrivent à Annecy le 21 octobre. Bon là, d'abord, elle est fatiguée, 2, les groupes, ils les scindent. Et il y a un groupe qui va passer par la gare Cornières. Elle est fatiguée, elle n'y va pas, c'est un peu compliqué, elle préfère me reposer, prendre le car, et elle à Saint-Julien. Saint-Julien, le terrain est plat, à Norcier, mais les Allemands avaient renforcé, j'expliquais depuis 2 mois, les patrouilles, et donc il y a une patrouille qui va les voir, les chiens ils ont senti, ils sont à 200 mètres de la frontière, il y a un rafale, il y a un bébé qui est tué, une tête, une femme, et donc ils s'arrêtent tous, ils sont arrêtés. Elle est avec un autre organisateur qui s'appelle Roland Epstein. Ils sont amenés au PAX, cellule 127. Donc Defaux, qui est adjoint et maire en novembre, va essayer de l'aider. Je lirai un témoignage de Defaux. J'essaie d'accélérer, ça va et donc, je vais aller à la fin, puis je reciterai à la fois un texte de Defaux et de Mila. Et donc, elle est au bout de quelques semaines, elle est emmenée à Lyon, Fort-Montluc, puis à Compiègne. Compiègne, c'est le départ pour Ravensbrück. Elle a le matricule 27 918 à l'arrivée. C'est le fameux convoi des 27 000, c'est les femmes. Il y a tellement une répression fin 43. Toutes les résistantes, parce qu'elle n'a pas été identifiée comme juive, hein. Elle a un faux nom, etc. Donc, voilà, elle est dans la catégorie résistante. Et il y a Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, c'est tout ce qu'on voit là. Il y a 959 femmes partent du 31 janvier qui arrivent le 2 février à Ravensbrück. Et ça sont assez célèbres. Et je le dis parce que plusieurs ont témoigné d'eux. Là, elle va rester 15 mois, Ravensbrück, c'est en Allemagne de l'Est. À un moment, elle va être emmenée à Mauthausen, qui est en Autriche, dans le Danube, je ne sais pas pourquoi. Elle travaille à dégager des voies, il y a eu des bombardements anglo-américains, c'est en 1945, et le 30 mars 1945, elle travaille sur des voies, et il y a un nouveau bombardement, elle est tuée. Il n'y a pas qu'elle, ils sont 4-5 femmes. Donc voilà, donc il y a un peu une sorte d'oubli un peu de son parcours. Il y a quand même la France qui donne la médaille de la résistance en 1950. J'ai oublié de dire qu'elle était beaucoup restée à Saint-Gervais. Elle avait monté un home d'enfants à Saint-Gervais qui accueillait beaucoup d'enfants juifs. Il y a une plaque à Saint-Gervais. Alors sur son comportement au PAX, j'ai Vincent Dozol, le directeur de cabinet, m'a envoyé un échange qui a eu lieu. C'est que son frère a vraiment essayé de la suivre, puis pour pas qu'elle disparaisse, entre guillemets, en février 1944, elle est donc en déportation, il écrit à Defaux en lui disant « Est-ce que vous pouvez me faire un témoignage ?» Ça, c'est une lettre de Mila. « Est-ce que vous pouvez me faire un témoignage sur ma sœur ?» Donc il dit qu'elle était arrêtée à Saint-Julien, internée au PAX, envoyée à Lyon, etc. Voilà. Ça garde une trace de son parcours. Ça, on ne voit pas très bien, mais
Ce qui frappe, c'est le caractère déterminé, engagé et très vif de cette personne. On ne voit pas très bien là, mais je ne suis pas graphologue, mais ça se sent. Elle parle à un moment qu'elle a joué aux échecs quand même dans la prison du Pax. Elle dit « j'ai gagné après une lutte acharnée ». Voilà, je ne sais plus contre qui elle est. Voilà. Et donc ce qui frappe tout le temps, c'est son caractère. Et donc pour Defaux, à la demande du frère, il écrit Emmanuel Racine, donc c'est en février 1944, il écrit, il y a l'occupation allemande ici. Hein, j'avais en effet beaucoup de sympathie pour votre sœur, qui s'est montrée très brave et très française, avec un courage admirable et beaucoup de cran. Elle a recueilli l'admiration de ses camarades de captivité, et c'est bien volontiers que j'ai fait mon possible pour lui adoucir les rigueurs de la prison. Quand il y a une photo à la Libération avec les enfants, on voit Defaux sur les marches de l'hôtel de ville, de profil, il y a un gars qui lui serre la main, pas là, mais c'est Emmanuel, c'est donc le frère, là, c'est Emmanuel Racine. Voilà. Dernière chose pour terminer, c'est dommage que donc en fait c'était une figure un peu effacée. La deuxième chose, c'est comme le témoignage des femmes de Ravensbrück, donc plusieurs, Germaine Tillon, Marie-Josée Chambard-Delhoff qu'on avait invité l'année d'après, témoin d'elle, je lis un passage, tout le monde dit, l'extraordinaire, elle va monter une chorale à Ravensbrück. Elle était arrivée au camp en février 1944 avec les 27 000, ceux qui avaient le matricule 27 000. Son extrême bonté est bouleversante. Elle a des yeux clairs sous les sourcils noirs, un regard qui sonde les cœurs. Sa figure bienveillante et animée d'un tic de tension, quelle force douce et rayonnante émane d'elle. Marie-Anne est une des femmes à l'origine des réunions que nous organisons dans notre bloc tous les dimanches après-midi et certains soirs de semaine. Nous sommes une quinzaine qui étudions une question soit d'actualité, soit de philosophie, soit d'un sens général. Exemple, la responsabilité, l'honneur. Des femmes étrangères se joignent parfois à nous et nous parlent d'elles. Je me souviens assez d'une conférence improvisée sur leur pays par deux Yougoslaves, une petite juive serbe et une partisane de Tito. Mère Marine, religieuse russe, nous instruira de la révolution russe et de l'âme slave. Marianne anime la chorale, sa voix chaude et basse soutient, et grave soutient la basse. Voilà, et Denise Vernel, la sœur de Simone Veil aussi, témoignera. Donc c'est une très belle figure. Et je trouvais que pour montrer le racinement dont évoquait Michel, c'était dommage qu'on ne lui rende pas hommage. Merci beaucoup, Robert, pour cette leçon d'histoire qui nous rappelle beaucoup de choses et qui participe vraiment au devoir de mémoire que la ville porte. Et je crois que le choix qui vous est proposé ce soir d'intituler de donner le nom de Millar Racine à ce nouveau parc s'impose de lui-même avec le récit que tu viens de faire. Et je crois que tout le monde était, j'en suis sûr, assez ému par les faits et puis par ce témoignage très fort d'elle-même, ce caractère exceptionnel de cette jeune femme. Monsieur Iaconet. Oui, merci beaucoup, Monsieur Burniard, pour ces explications, enfin ces explications, en tout cas ce récit historique qui apporte à chacun. Et je partage vraiment cet avis on parle beaucoup de Marianne Cohn, hein, ça fait plus de 20 ans que je suis ici maintenant, et c'est vrai que Marianne Cohn est souvent cité en exemple, et c'en était un, bien évidemment, et c'en est un. Mais c'est vrai que Millar Racine a aussi a joué un rôle très très important, et je trouve vraiment pertinent qu'elle puisse laisser entre guillemets cette trace, qu'on puisse encore lui rendre hommage encore aujourd'hui par cette dénomination de ce parc. Donc moi bien évidemment j'appuie cet intitulé de parc. Après, M. Boucher, par rapport à la féminisation des espaces publics annemassiens, je suis d'accord avec vous, on essaie de rattraper le retard, on aurait pu encore le rattraper un peu plus avec un lieu emblématique maintenant d'Annemasse qui est l'esplanade de la gare. Oui, mais on n'avait pas encore de présidente de la République. Mais ça viendra. Madame Meka. Oui, j'en profite juste pour savoir un petit peu où on en est de la Maison de la Mémoire. Alors, la Maison de la Mémoire, peut-être que Madame Hayet peut en donner quelques éléments. Nous poursuivons le travail
elle est acquise, et dans le cadre de nos priorités budgétaires, elle va arriver, quoi. On continue. Inès, si tu veux. Oui, alors bonsoir. Donc effectivement, la Maison des Mémoires est toujours un projet qui se poursuit. Donc actuellement, nous avons réalisé une étude. Il y a un AMO qui a réalisé tout ce qui concerne la programmation. Donc ça, c'était au mandat dernier, effectivement. Et donc là, on est plutôt sur une phase de diagnostic structurel concernant le bâtiment. Et par la suite, effectivement, des études se poursuivront avec effectivement, la recherche effectivement de tous les partenaires, et notamment les partenaires scientifiques, dont Madame Ruth Fivaz fera effectivement partie. Voilà. Merci. On continue. Oui. Je laisse le... Oui, je redonne la parole après à Nabil Louard, bien sûr. Allez-y, madame. Juste, vous parliez de diagnostic structurel du bâtiment, c'est-à-dire ce bâtiment, l'espace, aujourd'hui, on ne peut pas mettre du public dedans. Donc il faut voir les travaux qui sont nécessaires d'adaptation, en sachant aussi qu'on a décidé de faire que la petite partie de prison qui reste soit un lieu emblématique et très fort de la prison, et il faut savoir comment on va le faire accessible. Il y a des problèmes techniques, et quand on touche un ancien bâtiment, on est obligé de faire des études structurelles, ça, c'est sûr. C'est technique, hein, c'est vraiment le bâtiment, c'est pas rien d'autre. Monsieur Loire. Oui, brièvement, simplement, je pense que les moments d'émotion qu'on peut vivre parfois dans cette assemblée, je crois qu'ils sont parfois rares, rendus rares par la solennité inévitable de ces rendez-vous de conseil. Donc, bon, moi, je voudrais rendre hommage déjà à Robert Burniard, parce que vous l'avez bien senti, il nous a fait vivre cet épisode et cette vie, au-delà de l'épisode de cette déportation, de manière très particulière. J'en profite aussi, d'autant plus pour lui rendre hommage, qu'il a évoqué un projet de mémoire que nous avions eu sur le mandat précédent, et il avait déjà eu cette idée de faire intervenir Marie-Josée Chambardelot, dont il a parlé tout à l'heure. Il se trouve que j'avais animé cet échange entre Marie-Josée Chambardelot et le public, et je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous la phrase qui m'a marqué sur tout le mandat, quand à un moment donné, quand vous avez affaire à quelqu'un qui revient de Ravensbrück quand même, qui a été, bien sûr, qui a survécu, il y a quand même ce moment où, même si vous craignez de ne pas être à la hauteur de cette existence, où vous posez cette question, comment vous avez fait pour tenir ? Comment vous avez fait pour tenir ? Et vous vous attendez aussi à certains, voilà, plein de choses. Et je me rappelle qu'elle avait absolument, de manière très spontanée et en même temps très profonde, répondu « Nous voulions rester des êtres pensants ». C'est-à-dire qu'elle s'était jetée sur tout ce qu'elle avait à lire et à ingurgiter intellectuellement, comme ça. Et c'était quelque chose d'absolument scotchant, parce que c'était une manière d'aller chercher des ressources inattendues, et en même temps, quand on y pense, pas si inattendues que ça. Quand il s'agit de rester sur pied, c'est parfois dans les ressources mentales et intellectuelles que ça se joue. Voilà. Merci à tous pour ces échanges et ce moment émouvant. Je passe au vote, bien évidemment, parce que il faut le faire. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Et c'est bien évidemment à l'unanimité que nous nommerons ce nouveau parc, le parc Millard-Racine. On y ajoutera qu'on fera tout, et je regarde Mme Maillet, on fera tout pour qu'il y ait, sous une forme ou sous une autre, une partie de cette histoire présente dans le parc. Pourquoi Millard-Racine, etc. Parce que voilà, c'est quelque chose sur lequel il faudra témoigner. Merci beaucoup.